Bonjour Camille Desjardins. Bonjour. Alors vous êtes professeur agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques et surtout vous publiez chez Gallimard un tract intitulé Urgence pour l'école républicaine. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et pour commencer, on va essayer d'essayer de comprendre ce qu'est pour vous cette école républicaine que vous appelez de vos voeux. Vous avez choisi un triptyque finalement pour définir ce tract, non pas liberté, égalité, fraternité, mais exigence, équité, transmission. Pourquoi le choix de ces trois mots pour définir cette école que vous souhaitez ? Alors, il me semble que justement, exigence, équité, transmission explicite davantage école républicaine que liberté, égalité, fraternité qui incarne seulement notre République. Alors, vous dites que c'est l'école que j'appelle de mes voeux. De fait, c'est celle pour laquelle je plaide, mais idéalement, c'est l'école qui est censée être la nôtre, déjà, dans la République française traditionnellement. Donc peut-être que pour expliquer un petit peu mieux ce que j'essaie de défendre dans ce tract, il faudrait que je rappelle ce que j'entends ici par République, à savoir quelque chose qui n'est pas exactement substituable par deux mots souvent proches qu'on a tendance à confondre avec République, qui sont d'une part libéralisme, c'est-à-dire le triomphe ou l'assomption des libertés individuelles, et d'autre part la démocratie, qui est le pouvoir au peuple, le peuple souverain, mais qui ne se conçoit que dans un cadre strictement politique, c'est-à-dire comme entité constituante, légiférante des citoyens. Ici, ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir le lien de la République en tant que telle, c'est-à-dire littéralement res publica, chose publique. Voilà, chose commune même, partagée, qui est l'intitulé de notre régime politique et qui est aussi plus qu'une dimension institutionnelle, parce qu'il y a des républiques de fait de différentes sortes, avec différentes lois, c'est aussi un corpus de valeurs qui présuppose un certain nombre de choses. Alors dans la tradition de la République française, on a un certain nombre de textes qui font référence, oui, voilà, qui font foi. Alors on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui postule que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Égaux en droit, on précise bien en droit, c'est pas n'importe quelle égalité. Voilà, c'est l'égalité devant la loi, devant les droits. Et on a aussi le même texte qui parle d'une distinction qui ne peut être fondée que sur l'utilité commune, selon les talents et mérites de chacun, justement au service de la communauté, de tous les citoyens. Et on a aussi l'idée que la République française est une et indivisible. Et ça, il me semble que c'est aussi extrêmement important parce que ça s'oppose à d'autres types de républiques ou d'États fédéraux, etc., communautaires. Et notre école est républicaine au sens où elle-même se pense comme une instruction publique ou une éducation nationale, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que la nation qui fasse cadre de référence. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le citoyen et la communauté de tous les citoyens. Et dans le cadre de l'école, ça emporte beaucoup de conséquences cruciales, notamment l'égalité de traitement sur tout le territoire. Et on verra peut-être que ça entre directement en conflit avec différentes visions concurrentes de l'école. On va en parler. Voilà, une éducation privée ou l'autonomie des établissements dont on parle beaucoup, par exemple. Alors, d'abord, justement, cette école un peu idéale dont vous parlez, cette école républicaine, avec cette égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, c'est l'idéal, mais est-ce que dans les faits, elle a déjà existé, cette école ? Alors, le fait est que là, vous me posez une question qui excède un petit peu, mes compétences, parce que ça nécessiterait de se replonger dans une histoire de l'école française en particulier, de l'école en Europe en général. À vrai dire, c'est une étude que je rêverais de mener. Enfin, si j'avais la chance de faire plus de recherches, c'est exactement le sujet sur lequel j'aimerais me consacrer. Alors, en ce qui me concerne, la question n'est pas tant de savoir si elle a vraiment existé, parce que ça, c'est une question qui divise actuellement et qui a tendance à dire que les gens qui sont pour l'école républicaine seraient des nostalgiques, par exemple. Alors que pas nécessairement. Voilà, nostalgiques d'une école fantasmée, la Troisième République, les écoliers en blouse et les petites leçons de morale publique et familiale sur les tableaux noirs. En l'occurrence, ce n'est pas du tout la perspective dans laquelle je m'inscris. Tout à fait. Peu m'importe en fait que cette école ait vraiment déjà existé. Le fait est que c'est l'idéal qu'on en a. C'est un idéal qui me semble juste, équitable, bienfaisant,
pour la communauté des citoyens, la communauté politique que nous formons, et il faudrait la mettre au jour si elle n'avait pas déjà eu lieu. Voilà, donc il n'y a pas de nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie, oui. Et alors justement, vous avez parlé de cet idéal et des visions concurrentes à cet idéal. Lesquelles sont ces visions concurrentes? Vous parlez à un moment, notamment dans le tract, de la McDonaldisation de l'école. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment en cours d'installation dans notre propre représentation de l'enseignement. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est McDonaldisation? Oui, McDonaldisation. Alors, c'est une simple métaphore. McDonald's a eu pour slogan assez longtemps, il me semble que c'est toujours le cas, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, sous-entendu, nous ne sommes pas un restaurant, nous ne vous demandons pas de tenue correcte exigée, vous pouvez débarquer comme vous voulez à l'improviste, venir avec toute votre personnalité, toute votre négligence aussi, vous pouvez venir en survêtement, en pyjama, venez à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, mangez chez nous, on vous servira. Et c'est vraiment une idée, McDonald's, je suis désolée de le rappeler, mais c'est un fast-food, c'est une chaîne de fast-food. Et notre école a tendance à adopter ce mantra, c'est-à-dire on n'a plus vraiment de prérequis pour être en classe. Une classe égale notamment une année de naissance, qu'on ait ou pas un niveau attesté, on peut être en classe. On n'a pas vraiment à faire d'efforts pour faire abstraction de soi. On vient avec sa personnalité, avec sa tenue, avec son vocabulaire plus ou moins familier, plus ou moins adapté à un registre de langue soutenu pour une parole publique. Et on oublie souvent que l'école n'est pas un lieu d'accueil de personnalité, on n'est pas dans un groupe de parole et on n'est pas dans un lieu d'aisance, on est dans un lieu d'apprentissage. Et ça, il me semble que voilà, on a tendance à considérer beaucoup les élèves comme des individus achevés, voire comme des clients, eux et leurs familles. Et on oublie qu'on n'est pas à l'école pour être le porte-étendard de ces points de vue. Concrètement, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Concrètement, ça se traduit comment dans la vie d'une classe, ces enfants clients, ou c'est dans la vie d'une classe ou dans les consignes données par l'éducation nationale En effet, il y a les deux. La ouais, pression vient d'ailleurs plus des consignes données par l'éducation nationale ou de la place faite aux familles et aux enfants par la hiérarchie au plus haut niveau, plus que des élèves eux-mêmes qui ont tendance quand même spontanément, dans les endroits du moins calmes, à se montrer spontanément respectueux et même affectueux avec leurs professeurs, et réciproquement d'ailleurs. Alors, comment cela se traduit-il? Ça se traduit déjà par un registre de langue extrêmement relâché, mais ça, les professeurs, de plus en plus, ont cette tendance aussi. On parle en classe comme on parle chez soi. Genre, du coup, de base, aucune négation, aucun effort, truc, machin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc pas d'effort lexical ou syntaxique particulier. Il n'est plus d'ailleurs exigé par la plupart des professeurs et par l'institution elle-même pour passer à une classe supérieure. On peut écrire phonétiquement et du moment que quelque chose est compris, nous, professeurs, sommes sommés de mettre des points. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi tout un débat sur la tenue des élèves à l'école. Beaucoup de règlements intérieurs rappellent que la tenue doit être correcte ou décente. De fait, il semble que le mot de correction ou de décence n'ait plus de résonance immédiate dans l'imaginaire, c'est-à-dire tout le monde revendique le droit de s'habiller comme il veut, et les parents défendent leurs enfants qui peuvent venir dans des tenues qui semblent inappropriées à la fois à la température et au contexte. Ça se revendique à la fois par... En fait, c'est une posture, c'est une façon d'être, c'est une façon de venir, et surtout de ne pas comprendre sincèrement les éventuelles remarques qui peuvent être faites. Et cette incompréhension devient rapidement du rejet qui n'est pas, avec une sorte de bras de fer dans lequel l'école qu'on pensait connaître ne sort pas toujours gagnante. Et en quoi c'est dangereux pour l'école, mais aussi pour la société, cette nouvelle attitude, cette nouvelle philosophie presque, en fait? Oui, alors pour moi les dangers sont doubles, vous dites pour l'école et pour la société et pour chaque individu, pris isolément. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est le mot dont on se gargarise. C'est le vivre ensemble, alias convivialité, parce qu'il y avait un mot en français pour ça avant qu'on crée ce petit couple-là. Pour vivre ensemble, il est quand même nécessaire de faire abstraction d'un certain nombre de ces différences ou de ces préférences.
Et il me semble qu'aujourd'hui, on exacerbe une sorte de narcissisme qui serait que l'école serait là pour refléter certaines idées, certaines opinions, certaines spécificités des élèves, plus que pour insister sur leur communauté de statut face aux professeurs, face au savoir, face à l'institution. Donc déjà, en fait, le danger de cela est double, me semble-t-il. C'est un danger pour la cohésion sociale, parce que de fait, on assiste quand même à un repli sur soi grégaire ou affinitaire. On insiste plus sur les identités de chacun que sur le commun qu'on partage comme nation. En fait. Exactement. Et les gens, de fait, à la récréation, on voit bien qu'ils se retrouvent par identité visible, par groupe de vestimentaire, etc. Enfin, on voit que quand ils ne se regroupent pas tout simplement autour des mêmes choses sur leur smartphone, parce qu'en fait, ils se regroupent de moins en moins, de facto. Donc ça, c'est le premier danger. Il y a une sorte d'atomisation. Oui, et justement, ce qui est intéressant sur le fait qu'on se concentre seulement sur ce qui est propre à notre identité ou sur ce qui nous intéresse déjà, c'est... Et à un moment, vous le dites un peu dans le tract, c'est que l'école abandonne le décentrement de soi. En fait. C'est ça, et c'est là que j'allais y venir. C'est-à-dire que c'est un danger aussi pour l'enseignement ou l'apprentissage en tant que tel. C'est-à-dire qu'apprendre, c'est se mettre en position de savoir qu'on ne sait pas déjà et de s'ouvrir à quelque chose d'extérieur. Et si on vient avec... je suis là pour déballer mes propres préférences acquises. Enfin, l'école est désormais obligatoire à partir de 3 ans. On va demander aux enfants de 3 ans ce qu'ils aiment déjà pour leur servir uniquement ce qu'ils aiment. Ça n'a pas de sens. On est là pour leur servir du nouveau, du plus difficile que ce qu'ils ne peuvent faire déjà, parce que sinon, ça n'est pas de l'apprentissage. Donc, évidemment, il faut les mettre un petit peu en difficulté. Il faut les faire sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Et ça, j'ai tendance à croire que l'école n'ose plus le faire. C'est-à-dire, en fait, on sait que c'est ce qu'on devrait faire, mais il y a tout un tas de pressions implicites. Alors, il faut avoir vraiment conscience que ce ne sont pas une ou l'autre prise isolément, c'est un faisceau de pressions qui peuvent venir des parents, qui peuvent venir des médias, qui peuvent venir aussi de l'institution elle-même, qui ne cesse de se dévaloriser aux yeux de ses propres usagers. Rien que le fait qu'on les appelle comme ça a du sens. Mais justement, pourquoi cette institution, elle n'ose plus ? Mais ça, je vous prie de croire que c'est une question que j'aimerais qu'on adresse à nos ministres eux-mêmes. Je peux essayer de deviner, mais c'est une vraie question. La première chose, c'est quand même, de façon évidente, l'emprise d'une vision très managériale de l'école et de tous les services publics de manière générale, qui se réduit à faire la chasse aux coûts. On nous dit l'école coûte cher, un élève coûte cher, entre 6 000 et 13 000 euros selon sa formation, par an, selon sa formation, son niveau, etc. Donc, il faut, grosso modo, s'en débarrasser. Donc, que veut dire s'en débarrasser concrètement ? Parce qu'on ne va pas s'en débarrasser en excluant, ce n'est pas du tout la logique. On va s'en débarrasser en faisant mine de l'inclure. C'est-à-dire, on le met dans le même groupe que tout le monde, on met 35 élèves par classe au lycée, 30 au collège, et on achemine toute cette cohorte vers la sortie, à savoir les études supérieures, au prix d'un bac bradé, et des études supérieures qui, elles, sont discriminantes, puisque pour le coup, comme elles ne sont plus toujours gratuites et qu'elles deviennent sélectives, les élèves les plus en difficulté et surtout socialement défavorisés se retrouvent alors en échec, quand bien même ils auraient eu du mérite ou des compétences avérées. Donc la première logique que je vois, c'est avant tout une logique que j'ai appelée dans le livre évacuationniste, à savoir on ne valorise plus l'enseignement en tant que tel parce qu'on ne voit pas très bien quel bienfait cela apporte à la société par rapport au coût. Et je crois que c'est un leurre et qu'on ne mesure pas au contraire assez bien les coûts de la faillite de cette école pour la société entière, parce qu'il me semble que des individus instruits sur 2, parce que la confiance en soi, on ne cesse de dire que les jeunes en manquent, on les dit stressés, on les dit apeurés face aux défis, mais ce n'est pas en ne les soumettant jamais à une difficulté qu'on donne confiance en soi. On ne donne confiance en soi qu'en apprenant à surmonter les obstacles. Et en fait, c'est la compétence qui donne confiance en soi. Quand on est sûr de ce qu'on sait, on n'a pas peur. D'ailleurs, ce que vous dites très bien à un moment dans ce serait plus utile socialement. Oui, ce serait plus utile. Et puis ce que vous dites très bien aussi, c'est que réclamer de l'exigence, ce n'est pas prendre les élèves pour des imbéciles. Au contraire, prendre des élèves pour les imbéciles, c'est les laisser dans une situation où on ne cherche plus à les faire progresser. Exactement. Il y a un discours que j'ai
entendu extrêmement souvent dans ma jeune vie, expérience, c'est l'idée que quand on est exigeant, on est forcément sadique, on jouit de l'échec des élèves, c'est bien connu, c'est pour ça qu'on est devenu prof, on est d'anciens bons élèves qui ont envie de prendre leur revanche, enfin oui, sur les autres, et de montrer que maintenant c'est nous le chef. Bon, et évidemment, ce serait soit sadique, soit vicieux, soit réactionnaire, puisque ce mot est apparemment encore à la mode depuis 10 ans. Donc, et ça, c'est quelque chose, je pense que ce discours est parfaitement obsolète. Toutes les études montrent que plus on est indulgent, plus on abandonne les gens qui justement ont besoin d'être soutenus pour être tirés vers le haut. Notamment les élèves des milieux sociaux défavorisés aussi. Exactement, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas la langue française dans sa rigueur, la littérature ou les mathématiques ou la culture scientifique à la portée de tous, dès le primaire, et c'est là que ça se joue, l'école élémentaire où tous les enfants sont scolarisés, si vous ne mettez pas ça à la disposition de tous, vous n'allez pas pour autant gommer les inégalités de ceux qui vont la trouver chez eux et qui seront donc détenteurs d'un monopole de ce que les sociologues appellent le capital culturel. Alors, justement, c'est là aussi que c'est très intéressant. Bourdieu a critiqué en disant que c'est une culture bourgeoise que l'école s'attache à transmettre. Vous dites, à l'inverse, ne doivent être transmis à l'école que des savoirs classique. Mais justement, qu'est-ce qu'on définit comme un savoir classique ? C'est une question délicate et bien sûr, je ne prétends pas avoir une réponse définitive. D'ailleurs, je ne vais donner que des choses assez vagues. Première chose, un savoir classique est un savoir qui a passé l'épreuve du temps, qui est sûrement l'épreuve la plus décisive, la plus difficile qu'une œuvre ou qu'une doctrine ou qu'une idée puisse passer. Qu'est-ce que ça veut dire passer l'épreuve du temps ? Ça veut dire que les œuvres nous viennent de loin, ce qui ne veut pas dire... Alors, il y a deux choses. En ce qui concerne la littérature, par exemple, on peut dire que plus une œuvre est ancienne, plus elle nous fait plonger dans les racines de notre langue ou de notre civilisation, et donc peut-être plus elle est instructive. C'est évidemment l'inverse dans le cas des traités scientifiques, puisque la science est évolutive, elle repose sur le principe de réfutabilité, sur un principe d'évolutivité, et donc évidemment il est nécessaire au contraire de mettre à jour les savoirs scientifiques. Mais ce qui est très intéressant, me semble-t-il, pour apprendre quelque discipline que ce soit, et ce qu'on a très peu le temps de faire dans nos disciplines extrêmement cloisonnées, qui sont celles de l'éducation nationale, c'est l'histoire des disciplines que l'on fait, parce que ce n'est pas parce qu'on peut enseigner les sciences de pointe qu'il ne faut pas montrer d'où l'on vient et comment on a intellectuellement cheminé jusque-là. Et de fait, je ne pense pas que beaucoup de professeurs de physique ou de mathématiques aient le temps de faire une histoire de la physique ou une histoire des maths. C'est quelque chose qui a essayé d'être... Il me semble que s'il y a peut-être une velléité à sauver dans la précédente réforme du lycée et du bac, je dis bien une, peut-être pas plus, c'est justement cette idée d'enseignement scientifique qui pourrait introduire un tout petit peu d'histoire des idées et de cohérence temporelle. Mais on rappelle un enseignement scientifique qui est dans le tronc commun, donc pour l'ensemble des mais qui n'est absolument pas satisfaisant en l'état. Pour l'instant, on a 2 heures, enfin les élèves ont 2 heures par semaine. Alors ça a été encore récemment, parce que c'est tous les 2 mois qu'il y a quelque chose qu'on doit faire immédiatement pour essayer de pallier les déficiences de prévision de l'institution. Maintenant, il y a des mathématiques qui ont été réinjectées dedans parce qu'elles avaient été supprimées par la réforme Blanquer, qui s'est ensuite émue de la disparition des mathématiques, et le président de la République a annoncé qu'elles seraient réintroduites, alors que c'est sous son quinquennat qu'elles ont été supprimées. Enfin, bon. Et l'enseignement scientifique, de facto, je ne sais pas très bien à la rentrée actuelle à quoi il ressemble, mais dans la mouture que j'avais un peu étudiée, parce que c'était difficile à comprendre cette réforme, il s'agissait de 2 heures par semaine, partagées entre 2 ou 3 professeurs qui faisaient des roulements par paire de cours d'1 heure toutes les 3 semaines. Enfin, c'est du saupoudrage intellectuel et les élèves n'y comprennent rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les témoignages d'élèves que j'ai eus, c'est que on n'y comprend rien, il n'y a aucune continuité, ne serait-ce que dans la façon d'enseigner. 1 heure par semaine, par-ci par-là, avec des binômes de professeurs qui se concertent à peine, ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas de l'introduire en cours de première ou de terminale qui va donner justement cette culture scientifique, ou même, j'oserais dire, civilisationnelle, cette espèce de grande culture occidentalo-méditerranéenne infusée de culture grecque, latine, arabe, qui construit en fait notre identité.
culturel. Et il me semble que ce n'est pas du tout ce que l'école arrive à transmettre pour l'instant. Les disciplines sont encore bien trop éclatées. Bien trop éclatées. Vous avez parlé de réforme. Depuis des années, on a l'impression que chaque ministre de l'Éducation nationale fait sa réforme, voire dans le cas de Jean-Michel Blanquer, ses réformes. Il y a toutes ces réformes et pourtant on n'y arrive pas. En fait, on continue de dégringoler dans les classements. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on s'évertue à faire des réformes, mais pourtant il ne se passe rien? Parce que les réformes ne sont qu'un changement de joueurs ou de règles. Enfin, c'est pas un changement de règles du jeu, c'est un changement à la marge. Il est de bon ton aujourd'hui de réformer, parce que le mot réforme montre qu'on est pour le changement, et le changement c'est bien, n'est-ce pas? Le changement c'est maintenant, etc. Il y a une rhétorique du changement, de l'évolution, du progrès qui ne nous a pas quittés. Et en même temps, aujourd'hui, chaque réforme s'est tellement montrée si décevante depuis une quarantaine d'années que le mot réforme lui-même fait peur, parce que les gens ne sont plus dupes du progrès promis et se disent « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va nous faire encore ?» Donc, chaque ministre fait une réforme parce que, me semble-t-il, il ne faut pas avoir l'air réactionnaire, donc il faut changer, sinon on est conservateur. Grosso modo, je simplifie, mais... Si on prend les mots dans l'air du temps, si on ne change pas, c'est qu'on est arc-bouté sur le passé. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un seul ministre de l'Éducation nationale arriver à son ministère en disant « je ne vais rien changer ». Et de fait, ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'il faut changer des choses, puisque, comme vous le disiez, tous les indicateurs de l'OCDE, de la DEP, les choses vont mal, et de plus en plus mal. Donc il faudrait changer des choses. Mais qu'est-ce que les professeurs, si on les sonde, ils sont aujourd'hui... Par exemple, il y a une récente note qui est parue le 18 octobre qui a relayé qu'ils étaient 93% à être opposés à la réforme du lycée et du baccalauréat de notre précédent ministre. Ils sont plus de 50% à penser à démissionner. Enfin, les gens sont insatisfaits. Et que disent-ils chaque fois qu'on les sonde? Premièrement, que les classes sont surchargées et qu'on ne peut pas faire cours à 30-35 élèves de niveau aussi hétérogène. Qu'attend-on pour limiter tous les effectifs systématiquement? Alors, il y a eu le dédoublement des classes de CP et CE1, par exemple, en éducation prioritaire. Oui, en éducation prioritaire, c'est 20% seulement des établissements, et parmi ceux qui ont le plus de difficultés, donc c'est là où, en gros, l'urgence était peut-être la plus criante, mais c'est 2 classes. C'est insuffisant, oui. 2 niveaux sur 15 ans de scolarité obligatoire désormais, dans 20% des établissements. Et par ailleurs, c'est 24 élèves au primaire, 30 au collège, 35. C'est la norme, c'est-à-dire que c'est le budget alloué par classe par les rectorats qui eux-mêmes dépendent d'une hiérarchie supérieure. Donc, on ne peut pas à la fois dire « Oh, regardez, on dédouble » pour ne rien changer par ailleurs. C'est ce que j'appelle un écran de fumée ou une diversion. C'est une méthode de prestidigitateur qui nous fait regarder quelque chose d'insignifiant, presque dérisoire, quand la masse des besoins n'est pas satisfaite. Donc, les professeurs déjà demandent de pouvoir faire cours dans des classes où on peut se faire entendre, où on peut se faire écouter, et où les élèves, eux, peuvent prendre la parole. À 35, ce n'est pas possible. On nous parle d'individualisation des cursus, d'individualisation ou de personnalisation de l'enseignement. Il est évident qu'à 35 élèves, on ne personnalise rien du tout. On ne fait que scanner la salle qu'on a sous les yeux et regarder peut-être 1 ou 2 élèves qui osent prendre la parole parce qu'ils sont déjà à leur aise. Et le gros des difficultés n'est pas traité. Donc, première chose, baisser tous les effectifs drastiquement. Et ce serait un investissement d'avenir parce que ça coûterait cher sur le moment, mais pour des gains, à mon avis, substantiels. Et ça a été chiffré par beaucoup de think tanks qui s'évertuent de montrer précisément, de chiffrer justement ces réformes pour les rendre crédibles auprès de nos gouvernants. La deuxième réforme qui s'imposerait aussi, ce serait de renforcer absolument le sens de l'enseignement. Quand on interroge les professeurs, on entend le mot perte de sens. Tout le monde le dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un professeur n'a plus l'impression de professer. On est embauché pour être enseignant et de fait, on fait de l'animation culturelle, on fait de la garderie, on fait de l'aiguillage vers les services sociaux, on fait même en terminale de l'alphabétisation. Je suis professeure de philosophie en terminale. Je dois revoir, je revois très mal parce que j'ai 35 élèves encore une fois et je ne peux pas... Mais ils auraient besoin de réapprendre entièrement à distinguer les homophones, tous les C, etc., toutes les orthographes possibles, les accords du participe passé, ne serait-ce qu'une proposition principale, ce que c'est.
Cette année, j'ai des élèves qui ne mettent plus ni majuscule ni point. Certaines copies n'ont pas un seul point, il n'y a que des virgules et un flot qui s'enchaîne comme cela. C'est au primaire que ça se joue. Et si on veut pouvoir enseigner sa discipline, il faut que les bases de la pensée logique et de l'expression extérieure, à savoir les mathématiques, le français, la grammaire, la conjugaison, enfin tout ce qui va avec, ces bases-là doivent être acquises. On ne peut pas faire d'histoire, de littérature, encore moins de philosophie, et même de physique, de sciences de la vie et de la terre, si les élèves ne maîtrisent pas leur langue maternelle ou nationale. C'est de là que tout part. Bien sûr. Et alors souvent quand on dit ça, certains répondent oui, mais il y a eu la massification de l'école, et donc avec la massification de l'école, il était évident que les niveaux deviennent plus hétérogènes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il faut voir ce qu'emporte ce constat. Oui, avec la massification de l'école, il est évident que les niveaux allaient devenir plus hétérogènes. Alors, deux réponses à cela. Soit on critique la massification de l'école elle-même, et là on peut revenir à une certaine nostalgie du collège d'avant, de la sélection très tôt, à partir du primaire. Et qui est trompeuse. Mais moi je n'ai pas connu cette période, je n'en suis pas nostalgique encore une fois, et je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit là que gise la solution. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit dans mon autre livre sur John Stuart Mill, c'est quelque chose que j'ai vu chez lui, et je lui ai donné un nom à ce que j'ai trouvé, alors il n'est pas heureux, mais je n'ai pas trouvé mieux, un élitisme de masse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on considère qu'il n'y a pas de déficience génétique ou sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est quelque part de certains parents qu'on est débile ou non, et c'est ce que je crois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de telle prédisposition catégorique sociale, alors on ne peut que parier sur une égalité de potentiel des enfants à l'origine de leur vie. Tous peuvent apprendre, tous peuvent se développer dans des conditions favorables. Si on a un niveau plus hétérogène en termes de milieu socio-professionnel des familles d'origine, des parents, cela ne veut pas dire que l'école ne peut pas offrir pendant les 8 heures par jour où elle enferme des enfants dans un local une éducation et une instruction de qualité qui les amène à actualiser leur potentiel. Il faut quand même se rendre compte de l'industrialisation de notre école. Les enfants désormais sont tenus d'être scolarisés à partir de 3 ans. C'est tout petit, un enfant de 3 ans, je ne sais pas si on en a vraiment conscience. Et la scolarité, c'est d'être enfermé, disons, à l'école, de 8h30 du matin, parfois 8h quand ils sont plus grands, potentiellement jusqu'à 16h30, 17h30, 18h quand ils sont plus grands, tous les jours, à part pendant les vacances scolaires. Ça fait énormément d'heures passées sur les bancs de l'école. Si ces heures servent seulement à souffrir, à somnoler et en fait attendre que ça passe d'un côté comme de l'autre, du professeur qui veut juste faire ses heures parce qu'il n'en peut plus et ne peut pas transmettre, et des enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, parce qu'en fait ils n'ont pas les prérequis qui peuvent s'acquérir tout à fait à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, pour comprendre ce qu'on leur dit, alors il est évident que cette école ne sert à rien. Mais il me semble que quand on accueille les enfants à partir de 3 ans, là, on peut fournir une égalité des chances. Ça commence à avoir du sens. Ça avait aussi du sens à 6 ans. Moi, je ne suis pas forcément favorable à cette école obligatoire à partir de 3 ans. Mais de fait, c'est ce qui existe aujourd'hui. Saisissons notre chance. Que voilà, il y a une possibilité qui est d'avancer certains apprentissages. Mais non seulement c'est une possibilité, mais à mes yeux, c'est une nécessité. Je ne sais pas si vous avez regardé à quoi ressemblent les programmes de grande section de maternelle aujourd'hui, mais savoir que là, des enfants de 5 ans, de 4, 5 ans, en sont encore à manipuler uniquement des imagiers, à faire des ronds. Enfin, pourquoi ne pas leur introduire déjà l'alphabet, mais de façon exigeante pour que le CP devienne un vrai cours préparatoire aux cours élémentaires. On ne peut pas faire de la garderie maintenant que l'école est obligatoire. Sinon, il n'y a aucune raison de la rendre obligatoire. Elle ne peut être obligatoire que si elle offre quelque chose de supérieur aux crèches et aux garderies ou à la vie familiale que les enfants pouvaient avoir avant jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, avancer d'1 an les apprentissages, franchement, quand on regarde les programmes de CP et ceux de grande section de maternelle, je pense que peu de pédagogues seraient choqués qu'on avance d'1 an.
Et de fait, c'est ce que les écoles maternelles des milieux privilégiés font. Ouais. Vous avez prononcé le mot, on les enferme dans un local pendant des heures. Moi, il y a une partie de votre tract à la fin que j'ai trouvé passionnant sur la question architecturale en fait, de l'école, qui est une question presque urbanistique et esthétique aussi. Vous rappelez Foucault notamment qui disait qu'il y avait une ressemblance architecturale entre les écoles, les hôpitaux, les casernes et les prisons. Et les prisons, oui, tout à fait. Et donc vous dites qu'il faut aussi tout bêtement, je dis tout bêtement, mais c'est pas si bête que ça, mais il faut y penser, repenser la structure architecturale des écoles pour les rendre moins sinistres. Oui, et pas toutes les écoles bien sûr, parce que de fait, dans les métropoles, dans les centres-villes, dans les belles villes anciennes, les écoles sont des lieux où les enfants sont, me semble-t-il, heureux et fiers d'aller. D'ailleurs, on le voit très bien à cette mode qui nous vient certes des campus américains, mais qui se répand en France, celle des suites de promotion qui arborent les armoiries des écoles. Ça s'inspire des campus anglo-saxons. Alors évidemment, quand on vient de Cambridge ou d'Oxford, on a quelque chose qui date de plusieurs siècles, et les campus sont superbes. Je pense aussi, moi, je suis, s'il y a bien une génération dont je fais partie, c'est bête de le dire dans un entretien sérieux, mais je fais partie de la génération Harry Potter. J'ai été exactement dans la tranche d'âge visée par les livres, puis les films. Et je pense qu'on a tous fantasmé en tant que jeunes lecteurs sur cette vie de Poudlard. Alors certes, c'est un internat, certes, c'est en Angleterre ou en Écosse, mais il y a cette idée qu'un bâtiment beau, familial, convivial, avec des foyers, avec des serres, SE2RES, enfin, on a envie d'y aller, on a envie d'y apprendre. Aujourd'hui, à quoi ressemblent nos groupes scolaires, comme on dit, à quoi ressemblent nos collèges? Ce sont des lieux faits à la hâte dans les années 80, qui ressemblent à des préfabriqués. Ça n'en sont pas, hein, c'est du dur, mais ça ne se voit pas. Les faux plafonds se délitent, les cours sont entièrement goudronnés. Quand il y a des arbres, ils sont vraiment circonscrits pour éviter qu'il y ait de la boue, pour éviter qu'il y ait des feuilles. Parfois, on les coupe parce qu'il y a des branches qui peuvent tomber, et puis quand ils sont un petit peu... Dès qu'ils commencent à ressembler à un arbre, c'est-à-dire à plus de 50 ans, ils peuvent être malades, alors oh là là, il faut les couper. Enfin, on a aujourd'hui une espèce de haine de l'arbre en ville, me semble-t-il, quand ce n'est pas dans un pot. Et ça se voit dans les écoles. Nous avons un milieu très... minéral serait déjà un compliment, très bétonné, plastifié, qui, à mon avis, ne donne pas aux enfants une bonne image de l'institution elle-même. Si on les laisse s'ils ont l'impression que c'est un lieu lui-même déshérité, ils vont rêver d'autre chose. Et il faut aussi faire rêver, me semble-t-il, à une réussite républicaine et pas seulement hors des clous, dans ceux du showbiz, dans ceux des grosses voitures ou ce genre de choses. Si un lieu était empreint d'une certaine majesté, les élèves, à mon avis, se sentiraient eux-mêmes enjoints de faire montre d'une certaine dignité pour répondre à ce lieu. Et j'insiste sur un point qui, me semble-t-il, pourrait trouver beaucoup de soutien de façon transpartisane, c'est aussi la résilience écologique de nos locaux, qui sont actuellement majoritairement nuls en ce domaine. Il fait froid en hiver, chaud en été, énormément de parois vitrées laissent entrer le soleil et font un effet de serre à l'intérieur qui fait qu'on a très très chaud en été. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit baisser les volets roulants parce que c'est la seule chose qu'on ait, et donc on étouffe de chaud à l'intérieur. Donc la solution, ce serait de mettre une climatisation, mais on sait très bien que ce n'est pas soutenable écologiquement. Enfin, en fait, si on avait mieux pensé les locaux depuis le début, et non pas donné dans une mode soit du moindre coût, soit du tout vitré, mais avec des vitres qui ne s'ouvrent pas parce que c'est dangereux, on pourrait sauter par les fenêtres. Non, là, on est dans un environnement vraiment carcéral, kafkaïen et tout à fait démoralisant pour les élèves. Et démoralisant pour les professeurs aussi. Enfin, je parle de mon expérience, j'ai malheureusement le déplaisir chaque matin d'aller dans un lieu dont je me dis quelle tristesse qu'il ressemble à ça. C'était un lycée de centre-ville qui a été réquisitionné pour devenir, dans les années 80, la nouvelle mairie. Donc les administratifs travaillent dedans. Il y a un porche majestueux, il y a un bâtiment ancien.
Et pour des raisons de massification, justement, parce que c'était un peu trop petit, pas complètement aux normes, qu'il n'y avait pas de porte coupe-feu ou ce genre de choses, on est aujourd'hui à la marge de la ville, dans des bâtiments tout rectangulaires, cubiques et vétustes. Et on laisse, depuis les années 80, il ne me semble pas qu'il y ait une politique volontariste pour renouveler ces bâtiments-là ou pour les rendre plus beaux. On a augmenté, par exemple, la taille de la réfection scolaire, enfin, le self a été augmenté. Au moment où les travaux étaient entrepris, on savait déjà que ce serait insuffisant tout de même pour l'ensemble des élèves. Donc les élèves font la queue pendant toute leur pause déjeuner pour pouvoir manger en vitesse avant de reprendre les cours, parfois en seulement 1 heure. Voilà. Et tout est à l'avenant. En fait, il y a une espèce de... Si on regarde les temps modernes de Chaplin, c'est pas très différent. C'est pas très différent. Voilà, il faut entrer, absorber mal des connaissances bâclées et ressortir. Et ça pousse derrière. Donc, finalement, pour conclure d'une certaine manière, ce sont plein de petites choses très concrètes qui montrent que la République ne sait pas se faire aimer, en fait. Ou que nos gouvernants ont abandonné la République, à savoir la vie républicaine. La République, ce n'est pas qu'un ensemble de lois, de préceptes auxquels on ne semble plus accorder d'importance. Ce n'est pas seulement un service public qui doivent se penser uniquement comme service, mais qui pourrait être délégué à des instances privées au fil de partenariats ou de délégations de pouvoir ou ce genre de choses. La République, c'est la chose commune, c'est la vie de la formation tout au long de l'existence des citoyens qui composent le corps social. Et l'école en est une institution tutélaire, mais on peut dire que toutes les sphères du soin, l'hôpital aussi, tous ces services-là, de fait, il me semble que tout le monde constate qu'ils sont aujourd'hui déshérités, toujours pour des raisons budgétaires, toujours pour des raisons alléguées d'inefficacité, mais d'une inefficacité qui est cultivée pour qu'on puisse ensuite justifier de fermer certains services ou certaines choses. Et il me semble qu'avec l'école, on n'arrête pas de dire qu'elle est inefficace, et de fait, elle l'est, quand on sait que 40% des élèves de 15 ans en fin de scolarité obligatoire, niveau seconde générale, ne maîtrisent pas la lecture. 40%, presque un élève sur deux à 15 ans ne sait pas lire correctement le français, on se dit que l'école est inefficace. Et certains s'en servent pour justifier la privatisation de l'enseignement, le développement du hors-contrat. Mais à mon avis, c'est le principal risque, et c'est un risque de la part de chaque parent que je trouve légitimement accepté, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un parent qui aurait le choix sacrifierait délibérément son propre enfant au nom de la République. En revanche, c'est un choix inacceptable de la part de ceux qui incarnent le pouvoir de la République, les élus et les ministres qui ont été mis en position de la défendre. Et c'est d'eux qu'on attend justement une réflexion de bon sens et un investissement pour l'avenir. On nous parle souvent de croire en l'avenir, de ne pas être pessimiste. Eh bien, montrons-nous optimistes, investissons dans les services publics. Eh bien, merci beaucoup Camille Desjardins. Peut-être que certains ministres liront votre tract « Urgence pour l'école républicaine ». Je l'espère. Exigence, équité, transmission. Voilà, c'est tout un programme en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.